Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent Les couleurs de l'oubli, de Christian Laborie. Lu par Sarah Louis. Première partie. Chapitre 1. Première rencontre. Aigues-Mortes, 1910. En ce début du mois de mai, les esprits étaient particulièrement agités. Depuis les précédentes élections législatives de 1906, qui avaient consacré la victoire de la gauche, 3 gouvernements s'étaient succédé: Sarrien, Clemenceau et Briand. L'instabilité ministérielle, mal français, continuait à fragiliser le régime républicain. De plus, l'entrée en vigueur de la loi de séparation de l'Église et de l'État, la révolte des vignerons dans le Midi en 1907 et les troubles au Maroc la même année n'avaient pas contribué au renforcement de la crédibilité du pouvoir en place. Aussi, le député radical socialiste Florian Nozière s'inquiétait-il depuis déjà de longs mois. La gauche, en effet, avait perdu sa cohésion à la suite de l'affaire des fiches et des inventaires. « Si nous ne sommes pas vigilants, répétait-il, la prochaine législature nous sera fatale. » Les amis de son parti n'étaient pas de son avis. Tous rangés derrière Émile Combes, ils soutenaient que la gauche vaincrait une fois de plus et étaient persuadés qu'il gagnerait de nombreux sièges aux élections législatives de 1910. Florian Nozière ne s'était pas trompé. Si les résultats du 8 mai donnèrent à nouveau une majorité de gauche à l'Assemblée, celle-ci ne progressait pas. Au reste, beaucoup de radicaux socialistes étant très modérés, le nouveau gouvernement conduit par le socialiste indépendant Aristide Briand pour la seconde fois se composa au centre, le Parti conservateur étant devenu la deuxième force politique du pays. Florian Nozière sauvegarda son poste de député de l'Hérault de justesse et évita de parader le soir de la victoire des siens. « Tu es trop pessimiste, lui reprocha le maire de Ganges. Nous sommes au pouvoir pour longtemps, la droite est trop distancée pour nous menacer. » Florian Nozière était un nouveau venu dans le monde de la politique. Il s'était lancé dans le combat législatif à la fin de l'affaire Dreyfus, qui avait déchaîné les passions au début du siècle. Protestant et républicain convaincu, farouchement hostile à l'antisémitisme, il s'était insurgé contre le vent de haine et d'ostracisme qui avait alors déferlé sur le pays. Malgré son statut social, il ne s'était jamais rangé dans le camp des nantis, et dans sa bonneterie de Ganges, héritée de son père, il veillait à ne jamais exploiter ses ouvriers, très ouvert qu'il était aux idées de partage et de solidarité prônées en leur temps par les saint-simoniens et les fourriéristes. Il rêvait de créer un jour un familistère, comme en avaient imaginé les socialistes utopiques du XIXe siècle. Florian passait pour un patron de gauche, modéré certes, mais acquis à la cause ouvrière, et son personnel lui en savait gré. Jamais de grève dans son usine, jamais de mouvement de mécontentement. Il devançait intelligemment les demandes des plus mal payés et apaisait à temps les inquiétudes des uns ou des autres. Cependant, ses affaires commençaient à péricliter. Faute d'investissement et de rénovation, son entreprise, la bonnetterie de l'Hérault, continuait de fabriquer à l'ancienne des bas et autres pièces de lingerie féminine qui s'écoulaient principalement dans la région et de plus en plus difficilement. Or, le siècle s'annonçait sous de nouveaux auspices, dans le textile comme dans l'acier et l'énergie. Les petits patrons de l'industrie devaient sauter dans le train de la modernité s'ils ne voulaient pas être sacrifiés sur l'autel du rendement et de la concurrence internationale. Son ami Anselme Rochefort, à Nîmes, l'avait bien compris, qui s'était lancé dans la toile de jean en commerçant avec la société américaine Lévi-Strauss. La bonnetterie de l'Hérault ne rivalisait pas avec les grosses usines du nord de la France. Elle devait donc se démarquer en proposant à la clientèle féminine des produits de qualité et différents de ceux qui étaient fabriqués ailleurs. Mais Florian Nozière était plus préoccupé par sa carrière politique que par son héritage.
Il avait toujours considéré ce dernier comme un fardeau encombrant. Quand en 1901, alors âgé de 26 ans, il s'était soudain, à la mort de son père, retrouvé patron, il avait rapidement compris que son destin allait être scellé et que ses rêves de politique étaient menacés. Toutefois, ne pouvant abandonner les ouvriers de son père, il se refusa à vendre l'entreprise familiale en déclin et se promit d'en améliorer la situation. Son succès électoral lui fit oublier ses promesses. En 1906, sa première élection en tant que député de l'Hérault le persuada que sa voie était toute tracée. Son devoir l'appelait au service de ses concitoyens. Son combat serait celui des idées auxquelles il croyait, justice sociale, égalité, laïcité, droits des femmes, quitte à délaisser pour un temps son patrimoine personnel. Il nomma un directeur général à la tête de son usine en qui il plaça toute sa confiance. Il établit un plan prévisionnel de redressement à la hauteur de ses moyens financiers et se jura de jouer de ses nouvelles relations pour échapper au désastre. Malheureusement, d'année en année, la situation ne fit qu'empirer. La bonneterie de l'Hérault était au bord du dépôt de bilan quand, quelque temps avant le scrutin d'avril 1910, son ami Anselme Rochefort lui proposa, au cours d'une réception donnée par le préfet de l'Hérault, de lui faire rencontrer une jeune veuve fortunée. Rochefort était un industriel peu scrupuleux. Mais il avait su 2 décennies plus tôt éviter à son entreprise une faillite inéluctable. « Suis donc mon exemple, lui conseilla-t-il. Moi aussi, j'ai été en grande difficulté. Je n'ai pas hésité à épouser par 2 fois de riches héritières. Elles m'ont sauvé la vie et celle de mes manufactures. »« Je ne suis pas ce genre d'homme, répliqua Nozières. J'ai une autre vision de l'amour. » À ton âge, tu devrais sérieusement songer à te marier et réfléchir à choisir un bon parti. Pense également à tes ouvriers. Ne les abandonne pas. Tu voudrais que je fasse un mariage de raison pour redorer mon blason? Joindre l'utile à l'agréable n'est pas interdit. En ce qui me concerne, j'ai fondé une belle et grande famille, ma succession est assurée, j'ai une épouse dévouée. Et j'ai toujours pignon sur rue. On me respecte. Florian Nozières semblait choqué par les propos de son ami. Ce dernier, de 25 ans son aîné, jouait au père protecteur, au bon conseilleur. « Je connais une jeune veuve qui ne te déplairait pas, lui glissa-t-il à l'oreille. Elle s'appelle Emma. Emma Lacombe. Elle est l'héritière des Salins du Sud à Aigues-Mortes. Suis-moi, je vais te la présenter. » Sous les lambris de la salle de réception de la préfecture, les défenseurs de la République de tous bords se bousculaient, afin de témoigner de leur présence en cette période particulière de campagne électorale. Certes, le préfet, représentant le gouvernement en place, était un homme acquis à la gauche. Mais il n'était pas interdit de nouer certaines amitiés dans le camp adverse, au cas où le vent viendrait à changer de direction. Aussi, républicains et libéraux côtoyaient-ils radicaux et socialistes, et commençaient-ils secrètement à amorcer des rapprochements en vue de futures alliances. Dans la foule des invités, des femmes, épouses de personnalités en vue du monde politique, mais aussi de la sphère financière, accompagnaient leurs maris afin de donner à ceux-ci l'image rassurante de pères de famille au plus près des préoccupations des Français. Rochefort était un habitué de ce genre de réception. Malgré des idées très conservatrices qu'il ne cachait nullement, il entretenait des liens avec tous ceux qui étaient susceptibles de servir ses intérêts. On l'apercevait partout, dans les cercles d'amitié de droite comme de gauche, on le portait en haute estime dans toute la région et on oubliait volontiers les malversations dans lesquelles il avait parfois trempé. Homme d'affaires brillant, il était une figure incontournable à Nîmes où son entreprise de toile de jean était devenue une référence en termes de réussite commerciale. Il abandonna son épouse aux bons soins de son fils Jean-Christophe qui le secondait, et prenant Florian par le bras, s'approcha d'une jeune personne esseulée, dont le visage était dissimulé par une voilette de tulle noire. « Ma chère Emma, permettez-moi de vous présenter mon ami Florian Nozières. » La jeune femme souleva sa voilette, découvrant son visage afin de répondre à l'invite de Rochefort. « Florian, je te présente Emma Lacombe. » Florian, quelque peu gêné par cette manière hardie de le présenter à une femme qui portait encore le deuil de son mari, prononça les compliments qu'il est de bon ton de prononcer en pareille situation, mais n'osa s'aventurer davantage de crainte de paraître importun. La jeune veuve l'avait troublé. Ses yeux reflétaient toute la tristesse du monde, mais la rendaient d'une incroyable beauté.
Sa voix, d'une douceur angélique, le toucha au plus profond de son être. À sa façon de le regarder, sans ostentation, d'une timidité maîtrisée, elle lui sembla à la fois fragile et digne. Nozière, ému par le malheur de cet inconnu qu'il découvrait pour la première fois, frappé aussi par sa jeunesse déjà meurtrie et sa prestance en de si pénibles circonstances, sentit son cœur battre plus fort dans sa poitrine.